Si vous voulez vous rapprocher à un moment donné, même si la digestion est en cours, bon appétit pour ceux qui sont encore en train de manger. On est réunis autour de cette petite table, d'abord pour une premier échange entre les différents intervenants, intervenantes. Et ensuite, l'idée, ce sera aussi d'ouvrir un peu la parole à vous, qui êtes en train de manger, qui êtes en train de digérer, et de discuter avec vous, si vous le voulez bien. Notre sujet aujourd'hui, il commence autour du sabbar. C'est une histoire qui a commencé il y a quelques années maintenant à Bordeaux. Le sabbar, Hadi va sûrement nous expliquer ce que c'est dans un moment. Et l'idée, c'était d'échanger autour de ce que le sabbar apporte à Bordeaux d'une part, et autour de ce sujet, de la question des patrimoines, des mémoires des personnes, et de comment on les met en discussion les unes avec les autres, artistiques ou autres. Il y en a qui mangent, il y a aussi des mémoires culinaires, il y a aussi des mémoires de vie de quartier, etc. Donc on s'interroge un peu sur cette dimension-là, le rôle des artistes, le rôle des chercheurs, le rôle des communautés, et de comment tous ces gens-là discutent en démocratie, du sens des choses, et pas juste de comment est-ce qu'on fait des actions. Ça va être un petit peu ça notre sujet, avec des gens qui ont plein de rôles, de fonctions différentes, mais qui sont finalement des êtres humains qui partagent plein de sujets. Donc voilà notre sujet aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui, je commence par Hadi Sarr, de la compagnie Hadi Sarr, qui travaille avec l'association Yobalema, qui porte donc le Grand Sabbar à Saint-Michel depuis 10 ans. Artiste, danseuse, chorégraphe. Je résume, mais en fait je vais passer le micro, si ça vous va, et puis chacun s'introduit, et puis peut-être s'introduire et puis expliquer comment est-ce qu'on est arrivé là à se connaître les uns les autres, de relation en relation, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu envie de se retrouver ici et de discuter ensemble. Hadi, tu veux bien? Merci Gaël, et merci beaucoup à Gengat pour cette opportunité de nous réunir. Donc moi je suis Hadi Sarr, je suis danseuse et chorégraphe, artiste 3 points de suspension. Des fois c'est difficile de définir, mais en tout cas je viens pour vous partager aussi tout le travail autour d'une manifestation qui s'appelle le Grand Sabbar, qui a lieu à Bordeaux depuis 10 ans effectivement. On en parlera un peu plus tout à l'heure, mais déjà la rencontre avec Maël du laboratoire de droit culturel s'est passée parce que justement j'ai cherché à faire voyager le Grand Sabbar dans d'autres quartiers, peut-être dans d'autres villes, pour le rendre itinérant. Et je voulais créer un projet qui serait un projet artistique, un projet culturel et un projet aussi qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, parce que souvent le public qui porte ce projet-là aussi n'est pas forcément sur les standards. Donc de là, on m'a parlé des droits culturels, et très vite, je me suis rapproché de Jean-Michel Lucas et de Maël, avec qui donc j'ai vraiment eu un accompagnement très chouette sur l'écriture de ce sabbar qui va devenir itinérant, qui s'appelle le Grand Sabbar, partage ton code. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et aujourd'hui on se retrouve là. Donc merci beaucoup. Merci Hadi. Je refais un peu l'ordre, je crois, dans lequel on s'est rencontrés, si ça vous va, comme technique, comme ça on voit un peu le fil qui nous a tous amenés. Katia, je crois, s'est rencontrée peu après la rencontre avec Hadi. Katia, est-ce que tu veux bien nous raconter qui tu es, pourquoi tu es là? Je m'appelle Katia Picarca, moi je travaille au musée d'Aquitaine à Bordeaux, c'est un musée municipal, et je me pose plein de questions sur la manière de rendre ce musée aussi ouvert que possible à la diversité des habitants, d'abord des habitants. Et c'est une question en fait que je me pose depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire maintenant depuis un peu plus de 20 ans. Je me la suis aussi beaucoup posée en Guyane, où j'ai travaillé assez longtemps, et donc dans un monde très différent de Bordeaux, où je me suis sentie utile avec mes compétences de conservatrice de musée. Je me suis sentie très utile, et très utile parce que au service justement de personnes qui aspiraient, qui revendiquaient une reconnaissance culturelle vraiment très forte. Hein. Et ici, je trouve que c'est plus compliqué en fait. Finalement, c'est plus compliqué d'être un stylo, un outil au service de gens qui voudraient dire des choses, parce que bien souvent, enfin, on a dans les musées
ici dans l'Hexagone, une image tellement souvent un peu kilosée. C'est compliqué de venir dire ben, on est aussi là pour vous, quoi. Enfin, on est aussi là pour faire des choses avec vous et pas juste à vous servir pour que vous les dégériez, en fait. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que tu m'as invité à réfléchir à cette question des droits culturels dans le cadre d'un groupe de réflexion qui rassemblait pas mal de copains, de camarades de différents musées de la ville. Et ça, je crois que ça nous a vraiment beaucoup nourris. Donc merci d'avoir convié à échanger aujourd'hui. Merci Katia. Juliette, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai vite à coquiner un petit peu aussi dans différents contextes. Explique-nous ce que tu fais. Bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Juliette Passini, je suis étudiante, doctorante en anthropologie et en patrimoine, et donc c'est dans le cadre de mes intérêts justement pour le rôle, la participation des communautés locales, des différents types d'acteurs dans la construction des récits, des identités locales, territoriales, etc. Je pense qu'on a trouvé des échos sur nos champs d'intérêt avec Maëlle et donc avec le laboratoire pour les droits culturels, et donc de voir justement comment est-ce que cette notion de droit culturel peut en fait être un peu un dénominateur commun à la fois de nous, tous nos intérêts ici autour de la table, je pense. Voilà, ça résume. Merci Juliette. Ensuite, nous avons Olivier Durand, qui est venu dans la conversation avec Radi. On évoquait, pour être vraiment honnête, on évoquait tous les lieux où on pourrait se retrouver pour avoir cette conversation. Et puis la guinguette est arrivée assez naturellement dans les idées possibles, à la fois d'un lieu qui avait un bel espace à nous proposer pour cette conversation, mais qui avait du sens aussi par rapport à ce que vous y faites. On pourrait parler de la programmation, mais même par rapport au sens du lieu, les gens qui y viennent, qui passent certains temps, on en reparlera peut-être, mais c'est à peu près comme ça qu'on s'est rencontrés. Bonjour, merci de cette invitation. C'est vrai que la diversité culturelle se fait au quotidien, je dirais. Et le lieu est important. Effectivement, on le perçoit peut-être pas comme ça, mais il fait partie du patrimoine culturel et naturel. On parle pas beaucoup de nature, mais finalement c'est avant tout un écrin de nature ici, où s'opère effectivement une grande diversité et de jolies séquences artistiques. Juste, on va en reparler. Et puis Yann, du coup, musicien, qu'on va pas tarder à entendre dans un autre contexte, mais donc on s'est dit que c'était une bonne idée de vous avoir aussi, parce que à la fois pour le sens de la musique, et puis effectivement dans le contexte de ce lieu-là, je pense qu'on aura peut-être une conversation intéressante sur le sens d'y venir, le sens d'avoir cette conversation et d'aller un peu au-delà du fait d'être... c'est un peu tout l'enjeu pour nous, c'est toujours cette obsession de se dire, est-ce qu'au-delà de notre fonction du moment et du spectacle qu'on donne, où les gens payent un ticket ou pas, etc., qu'est-ce qui se passe derrière, quel est le sens de tout ça, est-ce que ça résume bien, est-ce qu'il y a des questions qui font écho là-dedans? Il y a des questions qui font écho, peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, je vais vous présenter quand même rapidement. Moi je suis Yann Tambour, je joue dans un groupe qui a commencé tout seul d'ailleurs, qui s'appelle Splendid Bourse, et aujourd'hui on est surtout beaucoup en duo avec Boubacar Sissoko, donc qui va jouer avec moi tout à l'heure, qui lui pour le coup, pour parler patrimoine, est un joueur de kora. Donc la kora est un instrument emblématique de l'Afrique de l'Ouest en fait, au sens large, c'est-à-dire que c'est un instrument qui est emblématique d'une zone qui s'appelait l'Empire Mandingue, avant que les Occidentaux viennent tracer les frontières toutes droites comme ça. Là. Et donc c'est vraiment un petit peu le pivot du projet qu'on a tous les deux, parce que moi je joue de la kora aussi, mais à ma manière, c'est-à-dire de manière non conventionnelle. Lui porte vraiment par contre cette tradition autour de l'instrument. Et puis je joue aussi de la guitare, voilà. Je m'occupe plutôt de l'aspect songwriting, vraiment j'écris les titres, et lui il vient vraiment apporter cette touche très traditionnelle à l'ensemble. Voilà. Et donc c'est vraiment une collaboration effectivement qui s'actionne comme ça autour de vraiment un patrimoine très, très précis qui est celui de la musique mandingue, et des choses sur lesquelles moi je porte aussi un patrimoine qui est haut. Et puis voilà, on crée
Il y a vraiment cette notion d'échange, de dialogue et de trouver aussi énormément de correspondance et d'analogie entre les musiques dont on peut venir tous les deux. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi au centre du projet. Donc on aura l'occasion de développer effectivement autour de la problématique. Là je voulais juste présenter ça un petit peu. Et on sent tout de suite là qu'on arrive assez vite sur des enjeux de transmission peut-être, de partage, et pas uniquement effectivement de production et de diffusion, qui sont d'autres mots. Pour revenir un petit peu à l'histoire du Sabar, pour remettre un peu dans le contexte, est-ce que Radi, déjà pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, qui ont fait l'erreur absolue de ne pas venir à Saint-Michel hier soir, s'il y a des gens qui ne savent pas encore ce que c'est que le Sabar à Bordeaux et au Sénégal, est-ce que tu peux résumer, même si c'est complexe, parce que dès qu'on pose la question du Sabar, de qu'est-ce que c'est, on a une réponse, et puis on voit bien qu'on a 10 réponses derrière potentielles. Tu peux nous en donner 2, 3, voire qu'on sente un peu jusqu'où on pourrait aller avec cette question. Alors du coup, c'est vrai que je vais parler sous le, on va dire sous l'écoute et sous l'accompagnement de tous les artistes qui sont là, qui sont des compatriotes, qui sont des ambassadeurs aussi, qui sont installés dans les 4 coins de l'Europe, et qui sont aussi installés en Afrique. Il y en a qui sont déplacés du Sénégal pour le Grand Sabbat. On les salue, on les remercie. Il y a Fatou Aré qui est là, il y a Yeli Toun, il y a Pape Mbaye Madiaga, ils sont tous là. Habib Bouf est là-bas, Pape Mbaye Bamba, tout le monde est là. Hein? Donc je voulais juste déjà les remercier pour leur présence. Et le Sabar, qu'est-ce que c'est? Nous, dans nos traditions au Sénégal, le Sabar, d'abord c'est une manifestation qui se fait souvent dans l'espace public. Alors là, c'était Saint-Michel, c'était stratégique parce que ça se fait aussi dans les quartiers, dans les villages. Et c'est une manifestation qui est à la fois une fête, qui réunit, c'est vraiment intergénérationnel, qui réunit, on va dire, de 0 à 100 ans, si on a la chance de vivre, et qui est vraiment une rencontre très ouverte, où les gens viennent vraiment pour partager. Donc c'est très très traditionnel parce que c'est un cercle déjà, souvent, vraiment visuellement, c'est un cercle, ce n'est pas un spectacle. Et c'est un moment moment de communion, c'est un moment d'échange et de partage où très techniquement on a des batteurs, ce qu'on appelle des batteurs, c'est des musiciens qui dans nos traditions sont souvent des griots, porteurs de l'âme même du Sabar parce que c'est très codé. C'est très codé, il y a une... Oui, c'est ça. C'est quand même ce que je disais tout à l'heure. Un griot, c'est un peu tout pour nous. Si on pouvait dire, le griot représente l'historien, représente à la fois le musicien, représente à la fois un tout petit peu la mémoire qui relie tout le peuple. Parce qu'il y a différentes communautés linguistiques. Apparemment, on ne parle plus d'ethnie, on parle de communautés linguistiques. Et ils sont là pour tisser. Ils tissent tous les liens. Et c'est vraiment eux les détenteurs de ce savoir-là, lié à la culture des instruments, lié au Sabar du coup. Et dans cette notion-là de Sabar, il faut savoir que le mot désigne à la fois les instruments, mais désigne à la fois aussi le nom de la fête. La fête s'appelle le Sabar, la danse s'appelle le Sabar, et les instruments s'appellent le Sabar. Et là-dedans, il y a toute une hiérarchie. Quand on ne connaît pas, on vient de loin, on se dit, oh là là, ça a l'air d'être complètement décomposé, on ne comprend pas trop. Mais c'est tellement organisé, c'est très très codé. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire à résumer, c'est que c'est une tradition qui perdure au Sénégal. Une fête qui peut s'organiser dans les quartiers. Souvent, c'est les femmes qui sont à l'origine de l'organisation de ces fêtes. Il y a un groupe de femmes qui vivent dans un même quartier, qui partagent souvent, soit elles ont les mêmes âges, ou soit elles partagent un projet ensemble, ou soit elles font partie d'un projet ensemble. En tout cas, des gens qui vivent en paix quelque part et qui ont envie de faire la fête ensemble, de se réunir et de partager un moment. Elles vont faire appel aux batteurs, donc les musiciens, qui eux vont venir, c'est eux qui tiennent la fête. Ils viennent, on trouve un espace qu'on peut appeler
comme on veut, mais en tout cas c'est un espace où on revient pour reformer le cercle, et à partir de là, ça s'ouvre, avec pareil, c'est très codé, on part pas comme ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font dedans, et puis après, on danse. Et cette danse aussi, elle est très très codée, et c'est tout ce que nous, on essaie de transmettre, d'essayer d'être des passeurs. Parce que finalement, je crois qu'on est comme des colibris, rien n'est figé quelque part. Et tous ces artistes que nous sommes à partir à Bordeaux, à partir un peu partout, notre rôle c'est ça, c'est de ce qu'on a en mémoire, qu'on porte de façon invisible dans nos cœurs et dans nos âmes. C'est ça qu'on partage, que ce soit dans nos salles de danse, que ce soit au niveau du sabar que vous avez vu hier à Saint-Michel, que ce soit partout où on est. Donc le sabar c'est vraiment pour moi un peu plus que juste de la danse et de la musique. Je sais pas si j'ai... Après il y a beaucoup de choses très techniques, mais de manière vraiment un tout petit peu pour lier le peuple, pour pas que ça reste que... Parce que c'est pas une fête artistique, c'est une fête culturelle et vraiment communautaire qui s'adresse à tout le monde. Voilà, on n'est pas obligé d'être danseur pour être dans un sabar. C'est un beau résumé. J'ai envie de demander à Olivier et Yann, peut-être, moi je pense à beaucoup de choses sur ce qu'est ou ce qui est devenu, je ne sais pas comment on pourrait poser le débat, mais on va dire, on parlait des codes, on parlait des formes d'organisation. L'enjeu artistique en France, c'est, bon, on voit que là, tout cet enjeu-là, on pourrait dire, ah oui d'accord, mais elle est où la sécurité, ils sont où les budgets, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on va déterminer où est la scène, où est le public? Et là on voit qu'on a des définitions, on va dire des rôles et des fonctions des gens, où déjà le mot public, alors c'est un des premiers trucs qu'on interroge en général quand on travaille sur les droits culturels, on abandonne vite ce mot de public pour parler de personnes, parce que les gens ne sont pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous les mêmes relations à ce qui est en train de se passer, et donc on commençait un petit peu à discuter de ça la dernière fois avec Olivier sur est-ce que au-delà donc d'une logique qui s'est bien installée, qui s'est bien institutionnalisée, budgétarisée, etc., avec des programmateurs, des artistes, un public, etc., est-ce que ça fait écho à ce qui se passe derrière, ce qu'on essaie de faire quand on est programmateur à la guinguette, parce qu'il y a une partie qui va aussi au-delà de remplir des cases à cocher dans un calendrier. Est-ce que quand on est artiste, on essaie de s'interroger aussi sur cette question de qu'est-ce qui se passe au-delà de faire son spectacle, avoir des gens, alors peut-être qu'il y a des sourires, il y a toujours des moyens de rendre compte de qu'est-ce qui se passe en termes de satisfaction, mais au-delà de la satisfaction, est-ce qu'on cherche autre chose? Est-ce que ça fait écho là du coup un peu ce récit de manière de faire ensemble? Alors on va dire que dans la performance pure et dure, moi je suis quelqu'un qui suis peut-être par habitude qui suis quand même toujours dans ce rapport. J'ai eu d'autres projets, mais sur celui-ci notamment quand on travaille avec Boubacar, on est quand même dans un... Voilà, on joue un répertoire et on est face à un public qui est là pour l'entendre. C'est pas forcément la performance en elle-même qui invite les gens à participer. On n'est pas sur un truc très comme ça parce qu'on est plutôt sur un truc assez contemplatif. La kora peut utiliser de mille manières, hein, ça dépend comment elle est jouée. Elle est parfois justement... traditionnellement, c'est aussi un instrument qui invite à la danse, qui invite à la communion, en plein d'égards. Nous, dans le format dans lequel on le présente, c'est pas vraiment le cas, mais en revanche, sur les problématiques de sortir de ce rôle de l'artiste qui joue et qui fait un peu la messe avec des gens en face de lui, que moi je fais depuis assez longtemps, c'est des choses dont j'ai eu besoin de me détacher à plein d'égards. Et je l'ai beaucoup fait, moi, notamment au travers de projets pédagogiques. C'est-à-dire que, pour le coup, je me suis vraiment ouvert comme ça. C'est-à-dire que des problématiques de transmission, alors on fait souvent avec Boubacar des ateliers, par exemple, de présentation des instruments, des mini-concerts, on fait des ateliers d'initiation, on fait découvrir un petit peu l'instrument à des enfants. J'ai fait des ateliers d'écriture aussi on a fait même ensemble des ateliers d'écriture et on a même fait participer après des classes d'élèves à des concerts, avec des restitutions où il y avait carrément les gamins qui faisaient des morceaux avec nous sur scène. Voilà. On a vraiment fait des choses comme ça parce que au bout d'un moment, effectivement, ce besoin de transmission il est là. Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier et j'ai eu vraiment besoin d'arrêter d'avoir juste ce rapport d'être là en représentation, d'avoir besoin d'un retour affectif des gens et de rester applaudi, tout le monde s'en va et c'est fini. Donc ça c'est quelque chose qu'effectivement on a, à mon avis, nombreux à avoir besoin, dont on a besoin de sortir. Il y a des ramifications de ça qui sont multiples. Par exemple, on n'est pas sur des problématiques de mobilité aujourd'hui, mais quand on est musicien,
on va aussi parfois se déplacer loin pour faire par exemple un concert quelque part, etc. Et ça a un impact, par exemple un impact environnemental important. Et une des manières de rabaisser un petit peu cet impact-là, c'est aussi justement quand on a un déplacement loin, on en profite pour avoir d'autres activités. Et ces autres activités, ça peut être justement des projets pédagogiques, des choses qui justement sont vecteurs de transmission. Je m'écarte un peu de la problématique, mais ça rejoint en fait cette problématique de transmission. C'est des choses qu'on utilise, c'est des leviers qu'on utilise aussi pour répondre à d'autres problèmes comme celui-là. J'aborde, vous voyez, je ne sais pas si je réponds à la question, si je suis un peu écarté là. Je te laisse répondre de ton côté. En même temps, il y avait beaucoup de questions. Alors, sur la question de la transmission, alors par rapport au lieu, moi je vais répondre plus par rapport à ma position ici et au travail qu'on fait avec toute cette équipe. Ici, c'est vrai que c'est un lieu unifiant, à la fois par sa politique, je dirais, tarifaire, par sa diversité culturelle, par le fait même que c'est un lieu où habituellement les gens viennent souvent, même pas tous, mais les yeux fermés, par la qualité de programmation, par le lieu, pour le lieu, je reviens au patrimoine naturel, par aussi, je dirais, l'historique. On pourrait parler de patrimoine, pour Alric, ça fait 34 ans que ça existe et je pense que ça fait partie des patrimoines culturels aujourd'hui de Bordeaux. Mais quand je disais que ça se perd tous les jours, c'est vrai que moi je suis beaucoup en réflexion effectivement sur la transmission, sur la médiation, effectivement, sur les ateliers, sur sortir un petit peu de ce, on va dire, de ce face à face artiste public, même si vous avez remarqué ici que la scène n'est pas très haute. Donc du coup, il y a déjà une proximité qui est facilitée. Donc déjà ça c'est un point qui est important. Des publics très hétérogènes, très différents. On est déjà dans la médiation en fait. J'ai réalisé en fait que même des fois la médiation se dirige vers des publics spécifiques, scolaires, personnes empêchées, handicapées et autres. Ici ils sont tous les bienvenus, ils viennent naturellement. Donc en fait ça s'opère naturellement. Voilà. Il y a eu même des actions l'année dernière ou il y a 2 ans dans ce sens vers les publics handicap sur des spectacles notamment le dimanche, pas trop court. Moi je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus inclusif au final. Donc tous ces gens se retrouvent ici naturellement, en fait, ça s'opère sans qu'on ait des actions. Je ne sais pas si je me suis... Non, je ne me suis pas, je pense, égaré. Mais en tout cas, j'ai répondu sur ce thème-là. Voilà, je crois qu'ici, on sort de ça. On offre à la fois, effectivement, une ligne artistique qui est très chouette et qui se retrouverait aussi dans d'autres lieux, SMAC et autres. Mais on vit les concerts autrement. La proximité du public. Le fait qu'on peut y rester pour la soirée aussi, 3 heures. C'est vrai que moi je regrette beaucoup de SMAC qu'on soit évacué juste après la consommation du concert. Et venant en plus de ce spectre-là, en plus, j'ai un autre regard maintenant de ça. J'aime bien que les artistes puissent converser longuement. On a fait hier d'ailleurs, ravi, avec Guise Boubès. Voilà, c'est notre quotidien en fait, chez Alric.